Connaissez-vous le monde des ténèbres? Celui des jeux Vampire la Mascarade, Loup-garou l'Apocalypse ou Mage l'Ascension. C'est un monde familier, mais étranger. Il ressemble au nôtre, mais il est plus sombre, pesant, désespéré et habité par des monstres surnaturels. Alors, protégez votre cou des morsures de vampires. Chargez des balles en argent, accrochez-vous à une lampe torche parce que je vous emmène explorer la noirceur du monde des ténèbres. Cette vidéo est un guide pour connaître, jouer et faire jouer à des jeux de rôle dans le monde des ténèbres. Ce sera un long voyage, mais si vous voulez accéder plus rapidement à certaines informations, je vous invite à suivre le chapitrage ci-dessous ou dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous présenter succinctement les jeux et la façon de compter du monde des ténèbres, si vous êtes conteur. Je vais vous faire imaginer les histoires que vous pourriez faire vivre à vos joueurs. Si vous êtes joueur, je vous invite à vous demander comment vous pourriez vivre dans cette dystopie surnaturelle. Alors, plongeons ensemble dans ces ténèbres. Yaorana, et bienvenue dans les chroniques de Zach Namael. Le monde des ténèbres. C'est le décor de 8 jeux dans lesquels vous pourrez jouer des monstres fantastiques et torturés, comme les vampires. Vous pourrez les jouer à plusieurs époques, mais l'époque principale de ces chroniques est la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Mais avant de parler de cette époque, une petite réclame. Un rien, pas grand-chose. Si vous voulez emmener d'autres personnes dans les ténèbres avec vous, diffusez cette vidéo. Partagez-la, mettez un j'aime, un commentaire. Distribuez-la sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir des aspects de cet univers, demandez-les-moi en commentaire. Et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Imagine, tu es à la Gen Con de 1991, à Milwaukee dans le Wisconsin. Tu déambules dans la section où on présente les nouveaux jeux de rôle, au milieu des autres livres de JDR, aux couvertures colorées qui montrent souvent des dragons, des épées. Tu vois un livre à la couverture sombre, verte, avec une rose rouge. C'est celle de Vampire la Mascarade. Voilà l'effet que ça a fait à Steve Darlington, auteur du blog Une histoire de jeu de rôle, dont je vous mets le lien en description. Il disait: à la Gen Con de 1991, Mark Reinhagen dévoila un JDR qui changea le jeu de rôle pour toujours et un éditeur qui s'enrichirait grâce à lui. Le jeu était Vampire la Mascarade et l'éditeur était White Wolf. Vampire capturait l'horreur inhumaine de l'appel de Cthulhu, le tranchant rude, paranoïaque et sombre du cyberpunk. De plus, il y figurait des héros inhumains, surpuissants. Mieux encore, il puisait directement au sein de la sous-culture gothique. Le goth. Nous sommes dans les années 90, à un moment où les pays occidentaux, comme la France et les États-Unis, connaissent de nombreuses crises. Une crise économique profonde touche ces pays depuis plusieurs années. Après une période de richesse, un chômage de masse et de longue durée s'installe et les inégalités commencent à s'accroître entre les classes sociales. Les années 90 sont aussi une période où émerge la question de la crise écologique. Les gens se rendent compte que le climat change, que des espèces disparaissent. Bientôt, on comprendra qu'il s'agit d'une crise climatique. Enfin, le monde connaît une profonde crise de civilisation. En 1989, avec la chute du mur de Berlin, finissait la guerre froide, qui marquait l'affrontement entre le bloc soviétique d'un côté russe et le bloc occidental, les gentils, dans tous les films américains. En 1991, le monde entre dans une nouvelle ère. C'est une ère que le président américain George Bush père va présenter pendant un discours sur la guerre du Golfe. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. 1991, c'est aussi l'année où paraissent Vampire la Mascarade et Loup-garou l'Apocalypse, les deux premiers jeux dans le monde des ténèbres. Étonnant, le monde des ténèbres est publié la même année. Le monde des ténèbres n'est pas juste un reflet de notre monde, dans une réalité surnaturelle, avec des vampires, des loups-garous, des fées et d'autres monstres. C'est une vision dystopique de notre monde. Un monde en crise qui sent sa fin arriver et qui ploie sous le poids de sa corruption. Le monde des ténèbres est un jeu de rôle typique gothique
punk, qui fait souvent appel aux chansons et aux visuels de ses mouvements artistiques. Il est gothique dans le sens où il est massif, lugubre, obscur et inquiétant, corrompu et traversé de conspirations. Je cite Loup-garou l'Apocalypse, première édition de 1991. Les immeubles sont immenses et menaçants, souvent incrustés de gargouilles et de statues. Et tout a une atmosphère presque médiévale. Il y a une impression de présage étrange au-dessus de tout. Et on dirait qu'il y a toujours de l'orage dans l'air. Le monde des ténèbres, c'est un monde romantique qui va influencer le mouvement littéraire Beat-Lit. Tous ces petits romans que vous achetez dans les gares où, oui, Romane est amoureuse du prince Garou qui malheureusement ne l'a pas vu. Enfin, bref, l'accent est mis sur des personnages torturés, sur leurs sentiments et leurs sensations en tant que monstres à moitié humains, faut pas déconner. Mais c'est aussi un monde punk, traversé par les critiques sociales que connaît la société des années 90 et du début des années 2000. Vous jouerez souvent des marginaux issus des mouvements gothiques, métal ou punk, flamboyants comme les changelins inspirés de la musique folk, survivants comme les garous, proches de la musique métal ou raffinés comme les vampires, dont les références renvoient à des groupes de musique gothique. Et enfin, c'est un monde totalement no future. Dès les premières pages de Loup-garou l'Apocalypse, on apprend qu'un cataclysme va s'abattre sur le monde. Il va imploser sous sa corruption, se faire déchirer par le vide comme Fantasia dans l'Histoire sans fin. Au fur et à mesure des rééditions et des nouveaux suppléments, nous découvrirons comment ce cataclysme va tout effacer, jusqu'à l'arrivée du livre ou des livres Time of Judgment, qui permettront de jouer la fin définitive du monde en 2004. Enfin, pas vraiment, hein, puisque nous sommes encore là. Donc il va y avoir 5 versions différentes du monde des ténèbres. Si vous jouez aux versions 1, 2 et 3, alors au début du 21e siècle, un cataclysme va détruire tout ce qui existe. Mais si vous jouez les versions 4 et 5, qui sont censées se passer à l'époque actuelle, vous découvrirez que ce cataclysme n'a peut-être pas eu lieu et qu'on peut encore vivre des aventures jusqu'en dans les années 2020, du monde des ténèbres. 2020. Année un peu spéciale, même pour le monde pas des ténèbres. Nous, enfin, maintenant, je te propose de me suivre derrière le voile pour que je puisse te présenter les personnages que tu peux jouer dans cet univers. Dans le Storyteller Vault Guide, une aide de jeu gratuite que vous pourrez trouver en ligne, les auteurs du Monde des Ténèbres expliquent que leurs personnages sont conçus sur la phrase « Monster we are, lest monsters we become ». Monstres nous devenons, de peur que nous devenions des monstres. Alors, en fait, ça veut dire que je vais devenir un monstre parce que j'ai peur de devenir un monstre, donc je vais te manger parce que j'ai peur de te manger. Ok, chacun s'explique comme il veut l'expliquer. Mais bon, traversons le voile et rencontrons ses habitants. Je n'ai pas ici tous les livres du monde des ténèbres. Certains sont rarissimes, d'autres sont introuvables, et si vous voyez que dans ma petite collection, je n'ai pas certains livres que vous avez chez vous, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais, je vous mets en description un site sur lequel vous pourrez tous les trouver. Les premières créatures que nous rencontrerons sont les séduisants vampires. Ils sont inspirés des romans de Anne Rice, du film Entretien avec un vampire, de Dracula, de Bram Stoker, évidemment, et du folklore européen. Les vampires de Vampire la Mascarade sont des créatures nocturnes, autrefois humaines, prises entre leur envie de vivre parmi les humains, la soif du pouvoir qu'ils peuvent exercer et la soif de sang vers laquelle les pousse leur bête intérieure. Ensuite viennent les puissants loups-garous de Loup-garou l'Apocalypse, inspirés des légendes européennes et des mythes chamaniques. Ce sont des humains capables de se transformer en bêtes, mi-hommes, mi-loups, qui se battent pour sauver Gaïa, la nature. À cheval entre le monde des esprits totems et le monde des humains, ils sont capables de se changer en loups-garous, mais s'ils le font, ils détruisent le voile qui les protège. On découvrira bientôt une sorte d'immortels, les momies, de momies la résurrection. Alors n'imaginez pas des créatures entourées de bandelettes. Ce sont des humains venant de la haute antiquité qui perpétuent une vengeance qui date de plusieurs millénaires, aux prises entre leur humanité, leur immortalité et leur serment antédiluvien. Antédiluvien, c'est classe comme mot. C'est un mot qui revient souvent dans le monde des ténèbres, parce que les monstres suivants, eux, semblent si humains. Ce sont les mages de Mage l'Ascension. Ils sont capables de plier la réalité à leur volonté, mais ils doivent éviter de le faire, sinon ils risquent un retour de bâton de la réalité. Les fantômes de Vref le Néant sont sûrement les plus tristes des créatures de ce monde.
À peine décédées, ces âmes en peine sont coincées entre le monde des morts et le monde des vivants. Elles doivent agir dans le monde des vivants pour couper les liens qui les y relient et chercher à atteindre la lumière, qui s'appelle ici la transcendance. Les fées de Changelin, le songe, sont des joyeuses fées incarnées dans un corps humain qui peuvent passer dans le monde des rêves, mais face au conformisme et au cartésianisme, elles se fanent. Les Changelins ne peuvent vivre dans un monde ni dans un autre. Les humains que nous voyons maintenant sont dangereux. Ce sont ceux de Exterminateur, le jugement. Ils combattent les autres monstres en suivant un appel divin. Mais dans leur fanatisme, ne seraient-ils pas des monstres eux-mêmes? Derniers viennent les démons de Démon, la chute. Repentis de l'enfer, ils cherchent à apporter lumière, d'espoir à l'humanité. Moi, ça, je trouve ça super beau. Non seulement vous pouvez jouer ces créatures dans les années 90 et 2000, mais des suppléments vous permettent aussi de les jouer au Moyen-Âge, dans la gamme Dark Age. D'autres suppléments permettront de jouer ces monstres dans d'autres cultures, comme dans Kindred of the Ebony Kingdom ou Kindred of the East, qui propose de jouer des vampires issus des cultures africaines ou asiatiques. Ces vampires n'ont rien à voir avec nos vampires occidentaux. Et vous pourrez aussi jouer des chagarous, des chacalgarous, des ours-garous, des ragarous, des escargots-garous dans les suppléments Loup-garou l'Apocalypse. Non, je blaguais pour les escargots-garous, hein, on peut pas, ni les chewing-gum-garous, ni ce que vous voulez garous, on s'arrête à ce que j'ai dit. Enfin, vous pourrez jouer des chasseurs de fantômes. Ou des humains dotés de pouvoirs magiques moins puissants que ceux des mages. Ou des humains ayant du sang de garou, fée ou vampire, mais étant totalement humains. Ne croyez pas que les simples humains du monde des ténèbres soient des innocents. Imaginez-les comme certains goths ou métalleux voient les gens mainstream. Une horde de moutons asservis mais agressifs, prêts à prendre des torches pour se lancer dans un combat contre les monstres, comme Jason dans Stranger Things. Les humains normaux sont la cause de plusieurs problèmes qui entraînent la fin du monde des ténèbres. Dans Loup-garou l'Apocalypse, ils sont l'origine même de la pollution et de la corruption qui rongent le monde. Dans Changelin le songe, ils produisent la banalité qui détruit la féerie. Et dans Mage l'Ascension, il fige la réalité dans une vision étriquée. Et pourtant, les humains normaux sont aussi capables de s'ouvrir à l'amour, à l'espoir et à l'imaginaire. S'ils le faisaient tous, ils pourraient peut-être sauver le monde des ténèbres, mais c'est peut-être déjà trop tard. Dans les années 90, dans notre monde réel, en France, nous avons connu ça. Quelle histoire! Mireille Dumas, Bas les masques. J'avais environ 15 ans. Tout d'un coup, alors qu'avec mes copains, tous les samedis soirs, et tous les dimanches après-midi, nous faisions du jeu de rôle, arrive à la télé la fameuse émission où Mireille Dumas allait diaboliser le jeu de rôle. À Istres, en mai dernier, Sébastien poignarde son professeur pendant le cours de physique. En Espagne, un homme meurt mutilé et égorgé par 2 adolescents qui le prenaient pour un être malfaisant. Dans ces 2 cas, comme dans ceux que nous allons voir ce soir, ces jeunes s'identifient à des personnages imaginaires au cours de ce que l'on appelle les jeux de rôle. Et tout d'un coup, des attentats, je veux dire des dégradations dans le cimetière de Carpentras, tout d'un coup, de jeunes enfants qui n'étaient pas très équilibrés, mais qui faisaient du jeu de rôle, il va y avoir une espèce d'assimilation, de gloubi-boulga immonde. Et le jeu de rôle va devenir un ennemi. Et moi, qui jouais à ce moment-là avec mes amis, j'ai vu défiler dans ma maison, allant parler à ma maman, toutes les mamans de mes copains. Ils étaient tous là, « Régine, tu as vu hier soir, Bas les masques, elle a dit quelque chose. » Et quand ça passe à la télé, c'est qu'en général, c'est vrai. Bref, toutes les mamans de mes copains sont passées et ont commencé à dire « Est-ce que tu penses que le jeu de rôle, c'est dangereux ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ?» Et là, ma maman, je l'ai trouvée formidable. Moi, ado, plein de rébellion, qui avait juste envie de faire comprendre à maman que je savais tout mieux qu'elle, je l'ai écoutée. Et elle a dit « Écoutez, nous avons une chance phénoménale. Nous savons ce que font nos garçons le samedi soir. Ils sont à la maison et ils font du jeu de rôle. Et moi, j'ai vu mon garçon pas du tout intéressé par l'anglais, prendre des livres en anglais, essayer de les lire, essayer d'apprendre l'anglais, sans que personne ne le force. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, maman, je comprends pourquoi je suis ton garçon, tu es tellement formidable. Enfin bon, voilà, fin de la parenthèse. Les humains normaux, quoique quand même, hein, Mireille, c'est là qu'on discute. Et sinon,
Les humains normaux du monde des ténèbres se comportent comme des chasseurs de sorcières que nous avons connus dans notre monde réel pendant la satanique panique aux USA ou pendant cette chasse aux joueurs de jeux de rôle que nous avons connue à la fin des années 90 en France. Ce que je viens de vous raconter. Si vous voulez que je vous raconte un jour cette histoire réelle du jeu de rôle en France, dites-le-moi en commentaire. Coralie David, co-dirigeante de la maison d'édition Lapin Marteau, qui a écrit de nombreux ouvrages sur les jeux de rôle et une thèse à ce sujet, analyse ainsi la métaphore du monde des ténèbres. Il est évident que l'élément fantastique agit ici comme une métaphore du côté obscur des sociétés urbaines contemporaines et de la difficulté pour l'individu de s'y intégrer, avec une mise en exergue des contre-cultures musicales que sont le punk ou le gothique. Il investit ces décors très urbains, quotidiens, familiers, d'une dimension surnaturelle. Autrement dit, tous ces monstres servent à raconter de façon romancée la vie que nous vivons dans une société contemporaine. Ils permettent aussi d'explorer dans l'imaginaire les difficultés que nous pouvons avoir à intégrer une société dure et qui se révèle souvent hypocrite contre nous-mêmes. Une autre caractéristique du monde des ténèbres est qu'il fonctionne grâce à de fortes oppositions. Le monde des ténèbres reprend un fonctionnement qu'on retrouve dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques. Il y a des oppositions marquées entre des concepts et des factions. Par contre, dans le monde des ténèbres, ce n'est jamais un affrontement entre le bien et le mal. Dans Loup-garou, l'Apocalypse, ce sont trois concepts, sortes de dieux primordiaux qui se battent pour contrôler la réalité, représentée par Gaïa. Il y a le sauvage, l'énergie créatrice, le mouvement de création continue, un vortex qui modifie tout ce qu'il touche, tel un dieu du chaos dans un monde Medfan. La Tissande, l'araignée, la force qui ordonne le monde, qui fige les choses dans une stase éternelle. Et enfin, il y a le ver, qui aurait dû équilibrer les deux autres, mais qui est devenu fou et a trouvé que le meilleur équilibre viendrait de l'anéantissement total de tout ce qui existe. Chaque monstre des jeux du monde des ténèbres représente une facette complexe de cet univers, mais aussi une faction plus ou moins opposée aux autres. À l'intérieur de chaque jeu, les créatures sont réunies en factions, clans, tribus, qui ont elles-mêmes une forte identité qui les mène à s'opposer ou à s'allier difficilement entre elles. Vous devez voir ces oppositions comme des moteurs du jeu. Les personnages des joueurs reçoivent une identité forte, issue du type de monstre qu'ils représentent, de leur faction et de leur objectif. En tant que conteur, vous pourrez utiliser ces aspects pour construire vos aventures et soutenir les relations entre les personnages durant les parties. Si vous êtes joueur, choisissez une faction parmi celles proposées par le conteur et jouez-la à fond. C'est un conseil de joueur. Pour profiter du monde des ténèbres, il vaut mieux jouer un personnage haut en couleur et le jouer à fond, quitte à être exubérant. Vous voulez jouer un Malkavian qui se prend pour Batman? Go away! Et n'hésitez pas à chercher la confrontation avec les autres personnages ou à chercher leur soutien. Cette opposition se retrouve même au sein de chaque personnage, dans son rapport avec l'humanité, mais aussi dans sa nature et son attitude. Deux facettes du personnage qui se combattent entre elles lorsque vous construirez votre personnage. Vous devrez lui attribuer une nature et une attitude. Dans Vampire, la Camarilla, deuxième édition, on apprend que l'attitude est la façon dont un personnage se présente aux autres. C'est le masque qu'il porte pour protéger son moi profond. Alors que la nature est le véritable moi d'un personnage, sa vérité profonde. Alors, évidemment, quand on est un jeune joueur, c'est un peu compliqué, et je vous avoue bien que moi, à mes débuts, je ne comprenais pas trop nature, machin, attitude et tout. Et puis finalement, quand on a fait pas mal de théâtre, on se rend compte de ce que ça veut dire réellement. C'est-à-dire qu'on a le personnage, ce qu'il montre aux autres, et on a ses vrais objectifs. C'est quoi son objectif final? J'ai fini par comprendre seulement après ça. Nature et attitude sont des moteurs de jeu pour vos personnages. Lorsque vous jouez ces comportements, vous pourrez gagner des points de volonté qui vous donneront des bonus pour telle ou telle action. Par exemple, dans Changelin, le songe, que j'ai ici, nous avons Orchidée. Vous avez jusque-là été choyé, mais les circonstances vous ont forcé à partir à la découverte du vaste monde sauvage et dangereux. Vous souhaitez ardemment que quelqu'un vienne vous tirer de là, mais il est difficile de discerner les héros des monstres. Peut-être vaut-il mieux vous tenir à distance et vous protéger le mieux possible.
jusqu'à ce que vous puissiez retourner sur vos terres et retrouver l'abri de vos tours et vos montagnes de verre. Quête. Regagner de la volonté chaque fois que vous réussissez à échapper à une situation dangereuse ou effrayante en conservant bien-être et innocence. Interdit. Ne jamais faire confiance à un étranger. Ne jamais vous dévoiler. Dans les différents types de jeux, ces archétypes vont être utilisés de façon différente pour donner du jeu aux joueurs. Dans la première version de Vampire, ils sont optionnels. Peut-être que cela montre le manque d'humanité de ces monstres. Dans Changelin, ces archétypes s'appellent des legs et reflètent les aspects silly, c'est-à-dire gardiens du rêve, et unsilly, créatures de cauchemar que sont les Changelins. Pour construire vos aventures dans le monde des ténèbres, commencez par vous mettre dans la peau d'un conteur. Que vous soyez joueur ou maître de jeu, vous allez conter une histoire. Bien avant l'écriture, avant les enregistrements et les livres, les ordinateurs et les cassettes vidéo, les humains se rassemblaient autour du feu pour se raconter des histoires, pour affronter l'obscurité, se réconforter, partager des informations, s'enseigner la morale et se divertir. Alors, racontons-nous des histoires. Je vais vous parler d'un mage qui avait de plus en plus de pouvoir, qui apprenait à survivre et à s'adapter dans un monde devenu totalement étranger et pourtant familier. Vous me parlerez de ses épreuves, de ses pérégrinations, des leçons apprises, des endroits visités et des gens rencontrés. Je tisserai avec vos mots une tapisserie de ce qu'il a fait, dit et ressenti. Et nous ferons cette histoire ensemble. Nous l'emmènerons à son aboutissement. Ça a l'air amusant? Alors restez là. C'est ici, dans Mage l'Ascension, version 3, une partie de jeu de rôle dans le système de l'art du conteur. C'est cela, un conte au coin du feu, autour d'une table où le conteur raconte une histoire avec les joueurs. En tant que conteur, vous créez un monde entier, sorti tout droit de votre imagination, à partir de rien, à plus petite échelle, mais de façon significative. Vous jouez le rôle d'un dieu, de la même façon qu'un poète, un romancier ou un inventeur. Vous êtes un créateur d'univers et le rôle apporte sa propre rare récompense. C'est dans le livre Vampire, la Mascarade, première édition, dans le chapitre qui présente l'art du conteur. L'art du conteur est le système de règles qui permet de jouer les monstres du monde des ténèbres. C'est un système dit narrativiste, c'est-à-dire que l'histoire que vous allez vivre ensemble est plus importante que réussir ou pas les épreuves du scénario. Et l'histoire est même plus importante que les règles et les dés. Dans ce livre, Vampire la Mascarade, on lit que le conteur est chargé de mener le jeu pour que le scénario aille bon train dans la direction souhaitée, ou au moins de l'empêcher d'échouer complètement si les joueurs prennent la mauvaise direction. Le conteur doit s'assurer que le jeu lui-même ne ralentit ou ne gêne pas le scénario. C'est un des principes des jeux narrativistes. Peut-être un jour, je ferai une vidéo sur la théorie des jeux ludistes et des jeux narrativistes et simulationnistes. Si vous aimeriez que cette vidéo arrive, commentaire les amis. Pour résumer, le monde des ténèbres est un monde dystopique qui ressemble au nôtre, dans lequel tout est corrompu et court à sa propre perte. En jouant dans le monde des ténèbres, vous jouerez un personnage qui sera un monstre, fondé sur plusieurs oppositions. Une opposition à l'humanité qui fait de vous un marginal, une opposition entre créatures surnaturelles, une opposition entre clans et une opposition entre vous-même, votre nature et votre attitude. L'objectif du jeu ne sera pas forcément de dépasser les épreuves que vous aurez à affronter, mais d'explorer ces oppositions. Le conteur est là pour vous faire vivre une expérience de jeu d'horreur personnelle, ce tiraillement interne, dans un monde gothique punk, corrompu et sombre. Enfin, si vous jouez aux versions 1 à 3, vous affronterez une apocalypse inéluctable qui effacera le monde à jamais. Mais si vous jouez en version 4 ou 5, il y a un espoir dans les ténèbres. Et cet espoir, c'est peut-être vous. Avant de terminer cette vidéo, je dois remercier chaleureusement Coralie David, qui a bien voulu répondre à nos questions. Merci du fond du cœur. Je remercie aussi Laurent des Tables de Féanor, Jérémy Tell et Joël Duparc, qui nous ont apporté leur aide en tant que joueurs vétérans. Maintenant, vous pouvez vous connecter sur le site en description, vous rendre sur le site d'Arkham Asylum ou Storyteller Vault pour acheter vos jeux. Et bonne partie.